et l'on retient sur leur salaire le crédit qui leur est consenti, dont ils auront à se libérer en travaillant encore. Comme toute l'organisation de la distribution des biens est liée à celle de la production et de l'État, on rogne sans gêne sur toutes leurs rations, de nourriture comme d'espace, en quantité et en qualité. Quoique restant formellement des travailleurs et des consommateurs libres, ils ne peuvent s'adresser ailleurs, car c'est partout que l'on se moque d'eux. Je ne tomberai pas dans l'erreur simplificatrice d'identifier entièrement la condition de ces salariés du premier rang à des formes antérieures d'oppression socio-économique. Tout d'abord parce que, si l'on met de côté leur surplus de fausse conscience et leur participation double ou triple à l'achat des pacotilles désolantes qui recouvrent la presque totalité du marché, on voit bien qu'ils ne font que partager la triste vie de la grande masse des salariés d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs dans l'intention naïve de faire perdre de vue cette enrageante trivialité que beaucoup assurent qu'ils se sentent gênés de vivre parmi les délices alors que le dénuement accable des peuples lointains. Une autre raison de ne pas les confondre avec les malheureux du passé, c'est que leur statut spécifique comporte en lui-même des traits indiscutablement modernes. Pour la première fois dans l'histoire, voilà des agents économiques hautement spécialisés qui, en dehors de leur travail, doivent faire tout eux-mêmes. Ils conduisent eux-mêmes leur voiture et commencent à pomper eux-mêmes leur essence, ils font eux-mêmes leurs achats, ou ce qu'ils appellent de la cuisine, ils se servent eux-mêmes dans les supermarchés comme dans ce qui a remplacé les wagons-restaurants. Sans doute leur qualification très indirectement productive a-t-elle été vite acquise. Mais ensuite, quand ils ont fourni leur quotient horaire de ce travail spécialisé, il leur faut faire de leurs mains tout le reste. Notre époque n'en est pas encore venue à dépasser la famille, l'argent, la division du travail. Et pourtant, on peut dire que pour ceux-là déjà, la réalité effective s'en est presque entièrement dissoute dans la simple dépossession. Ceux qui n'avaient jamais eu de proie l'ont lâché pour l'ombre. Le caractère illusoire des richesses que prétend distribuer la société actuelle, s'il n'avait pas été reconnu en toutes les autres matières, serait suffisamment démontré par cette seule observation que c'est la première fois qu'un système de tyrannie entretient aussi mal ses familiers, ses experts, ses bouffons. Serviteurs surmenés du vide, le vide les gratifie en monnaie à son effigie. Autrement dit, c'est la première fois que des pauvres croient faire partie d'une élite économique malgré l'évidence contraire. Non seulement ils travaillent, ces malheureux spectateurs, mais personne ne travaille pour eux, et moins que personne les gens qu'ils payent. Car leurs fournisseurs mêmes se considèrent plutôt comme leurs contremaîtres, jugeant s'ils sont venus assez vaillamment au ramassage des ersatz qu'ils ont le devoir d'acheter. Rien ne saurait cacher l'usure véloce qui est intégrée dès la source, non seulement pour chaque objet matériel, mais jusque sur le plan juridique dans leurs rares propriétés. De même qu'ils n'ont pas reçu d'héritage, ils n'en laisseront pas. Le public du cinéma ayant donc avant tout à penser à des vérités si rudes, et qui le touchent de si près, et qui lui sont si généralement cachées, on ne peut nier qu'un film qui, pour une fois, lui rend cet âpre service de lui révéler que son mal n'est pas si mystérieux qu'il le croit, et qu'il n'est peut-être même pas incurable pour peu que nous parvenions un jour à l'abolition des classes et de l'État, on ne peut nier, dis-je, qu'un tel film n'ait en ceci au moins un mérite. Il n'en aura pas d'autre. En effet, ce public qui veut partout se montrer connaisseur et qui en tout justifie ce qu'il a subi, qui accepte de voir changer toujours en plus répugnant le pain qu'il mange et l'air qu'il respire, aussi bien que ses viandes ou ses maisons, ne renacle au changement que lorsqu'il s'agit du cinéma dont il a l'habitude. Et apparemment, c'est la seule de ses habitudes qui ait été respectée. Il n'y a peut-être eu que moi pour l'offenser depuis longtemps sur ce point.
car tout le reste, même modernisé parfois jusqu'à s'inspirer des débats mis au goût du jour par la presse, postule l'innocence d'un tel public et lui montre, selon la coutume fondamentale du cinéma, ce qui se passe au loin. Différentes sortes de vedettes qui ont vécu à sa place et qu'il contemplera par le trou de la serrure d'une familiarité canaille. Vous retrouverez l'homme qui entra dans la légende par ses actes téméraires en faveur des opprimés. La flèche noire de Robin des Bois est l'histoire d'un homme sans peur qui n'hésite pas à lutter seul contre un tyran. Non, allez-vous-en, sortez tous! Robin des Bois est fini. Mort. Non, Robin des Bois est plus vivant que jamais et il vous enthousiasmera par son incomparable audace. Le cinéma dont je parle ici est cette imitation insensée d'une vie insensée, une représentation ingénieuse à ne rien dire, habile à tromper une heure l'ennui par le reflet du même ennui. Cette lâche imitation qui est la dupe du présent et le faux témoin de l'avenir, qui, par beaucoup de fictions et de grands spectacles, ne fait que se consumer inutilement en amassant des images que le temps emporte. Quel respect d'enfant pour des images! Il va bien à cette plèbe des vanités, toujours enthousiaste et toujours déçue, sans goût parce qu'elle n'a eu de rien une expérience heureuse, et qui ne reconnaît rien de ses expériences malheureuses parce qu'elle est sans goût et sans courage, au point qu'aucune sorte d'imposture, générale ou particulière, n'a jamais pu lasser sa crédulité intéressée. Et croirait-on, après tout ce que chacun a pu voir, qu'il existe encore, parmi les spectateurs spécialisés qui font la leçon aux autres, des tarés capables de soutenir qu'une vérité énoncée au cinéma, si elle n'est pas prouvée par des images, aurait quelque chose de dogmatique. D'ailleurs, la domesticité intellectuelle de cette saison appelle envieusement discours du maître ce qui décrit sa servitude. Quant au dogme ridicule de ses patrons, elle s'y identifie si pleinement qu'elle ne les connaît pas. Que faudrait-il prouver par des images ? Rien n'est jamais prouvé que par le mouvement réel qui dissout les conditions existantes, c'est-à-dire l'organisation des rapports de production d'une époque et les formes de fausses consciences qui ont grandi sur cette base. On n'a jamais vu d'erreur s'écrouler faute d'une bonne image. Celui qui croit que les capitalistes sont bien armés pour gérer toujours plus rationnellement l'expansion de son bonheur et les plaisirs variés de son pouvoir d'achat reconnaîtra ici des têtes capables d'hommes d'État.